Donc en fait, même si vous êtes capitaliste, vous devez admettre que le capital, il est exploitatif. Parce qu'on l'observe empiriquement. Et là, ça clôt le débat complètement. Là, tout son paragraphe, il tombe à l'eau avec ça. Bref, continuons. Une entreprise sans patron marche toujours, un patron sans travailleur ne peut rien. Argument rhétoriquement séduisant, empiriquement faux. Une entreprise sans direction stratégique, sans allocation du capital, sans coordination, sans prise de risque, elle s'effondre. Les expériences historiques d'autogestion, Yougoslavie de Tito, Argentine post 2001, montrent des problèmes récurrents de sous-investissement, d'absence d'innovation et de paralysie décisionnelle. Et si le patron est un parasite inutile, pourquoi les travailleurs ne créent-ils massivement pas des coopératives? Le status coop existe en France depuis 1978. Rien ne l'empêche légalement. En 2023, les scopes représentent 0,1% du PIB français. Si l'autogestion était supérieure, le marché l'aurait démontré depuis longtemps. Alors là, on va prendre l'argument point par point. Déjà, une entreprise sans direction stratégique, allocation du capital, coordination, prise de risque s'effondre. Il faut disjoindre le patron des actionnaires. La coordination, la direction, l'allocation, la prise de risque, tout ça, pas la prise de risque, mais l'allocation du capital, la direction stratégique, la coordination, elle peut tout à fait se faire avec un patron opérationnel qui n'exploite pas. On peut tout à fait dire c'est son travail, il perçoit un salaire grâce à ça. Donc voilà. La prise de risque liée à l'entrepreneuriat, c'est un vrai truc, mais dans les grosses entreprises, c'est exploitatif quand même. Voilà. En fait, l'argument du capital comme prise de risque, il est vrai, mais on va parler de son deuxième argument. Les expériences historiques d'autogestion montrent des problèmes récurrents de sous-investissement, d'absence, voilà. Ça, c'est assez vrai, empiriquement, voilà. Beaucoup d'expériences socialistes montrent des problèmes de sous-investissement, d'absence d'innovation. Mais ça n'est pas une propriété immanente. Ça pourrait être réglé. Je vais donner un exemple d'expérience socialiste qui a très bien marché en termes d'innovation et d'investissement. La sécurité sociale. La sécurité sociale, c'est le soin, les retraites et d'autres protections sociales complètement démarchandisées. Et putain, en termes d'investissement en soins, en France, on y a été, quoi. Donc, c'est pas nécessaire qu'il y ait des problèmes de sous-investissement et d'absence d'innovation dans les expériences d'autogestion. Et surtout, si on veut penser la prise de risque pour cette innovation et cet investissement, pourquoi on est obligé de le penser sous le capital? Pourquoi on est obligé de penser l'investissement que sous forme de l'investissement privé? Déjà, il existe l'investissement public étatique, et surtout, jamais, au grand jamais, on ne parle de la troisième voie, la troisième solution, qui est l'investissement collectif, la propriété collective. Alors, évidemment, on retomberait dans les trucs d'autogestion où il faudrait créer des systèmes démocratiques de représentation des travailleurs. Ok, d'accord. Mais on peut travailler à régler ce problème. C'est pas un indépassable métaphysique, en fait. Imaginons qu'aujourd'hui, tu veux créer une boîte. Au lieu d'avoir à aller à une banque privée qui va financer ton projet si et seulement si elle peut se faire une plus-value, ou de devoir ouvrir ton capital à des investisseurs qui vont vouloir se faire une plus-value sur le dos de ton projet, est-ce qu'on pourrait pas se dire, ok, mais la collectivité possède la banque. La banque, c'est voilà, un fonds de monnaie, alors qui ne possède pas directement de la monnaie, mais qui a une capacité d'emprunt virtuel, comme les banques modernes. Et on dit la collectivité la gère, et si quelqu'un veut monter un projet, il va voir un jury collectivement déterminé à cette banque collective, et il dit, voilà, je veux monter un salon de coiffure. La collectivité juge si c'est utile ou non, et la collectivité alloue l'argent. Et alloue l'argent avec peut-être un phénomène de dette où le business doit montrer son efficacité financière et rembourser sa dette. On pourrait imaginer des systèmes de propriété collective comme ça. Pourquoi on ne le fait pas? Et pourquoi on présente systématiquement l'investissement privé comme un indépassable alors qu'il a des problèmes, je le répète, hein. Le problème qui est que les banques privées, elles font ça pour le profit, donc elles exploitent aussi. Donc elles vont et elles vont financer des projets qui vont n'avoir que comme intérêt la performance financière et pas forcément et pas forcément des business jugés d'intérêt public. Et de deux, si tu es un capitaliste bienveillant, voilà, que tu veux faire le bien autour de toi, si tout ton capital, tu vas peut-être te faire baiser ta gouvernance par un capitaliste 100 fois dit loin. L'investissement privé, il a des gros problèmes. Voilà, ce n'est pas un indépassable. Ok, maintenant,
Parlons de son argument, de son gigasophisme, qui est sur les coopératives. Il nous dit, les coop ne sont pas surreprésentées dans les entreprises françaises parce qu'elles ne sont pas supérieures. En fait, précisément, il dit, si l'autogestion était supérieure, le marché l'aurait démontré. Ça, c'est vraiment un sophisme libéral comme j'en ai jamais vu. Ça part du principe que le marché va faire automatiquement émerger les processus de production les plus efficaces. Pourquoi ? Ça part du principe que le marché est la vérité, est objective économiquement. Ça part du principe que le marché, il n'obéit pas à certaines règles, à certaines variables, à certains biais. En fait, il applique l'hypothèse des marchés efficients, qui est vraie, qui dit que l'information, le prix représente l'information disponible sur les marchés, et il applique ça aux facteurs de production, au processus de production. Il dit, les marchés, par pression économique, représentent les processus de production les plus efficaces. C'est pas forcément vrai. On peut avoir une boîte qui fait un produit meilleur avec des processus de production moisis. Ça existe. Et surtout, ça ne prend pas en compte le fait que le marché est biaisé sur certaines règles. Comment est-ce qu'on peut monter une scope ? Soit on prend une entreprise capitalistique déjà existante et on dit on exproprie les propriétaires et on la fait posséder par les travailleurs. Alors ça existe, c'est déjà arrivé. Mais bon, vous comprenez bien que les capitalistes, les propriétaires, ils ne vont pas se laisser faire, ils ne vont pas se laisser diluer leur capital qui leur fait leur rente. Donc là, on rentre dans une logique de lutte des classes. Donc transformer les entreprises existantes en scope, c'est un bras de fer politique en fait. Ce n'est pas une histoire d'efficacité économique. Voilà. Et de deux, on pourrait dire les entrepreneurs créent des scopes dès le début. Mais imaginons, je suis entrepreneur. Je vais prendre des risques pour monter une boîte et à la fin, je vais pas avoir de capital qui va me faire une rente. Mais non, personne ne va faire ça. Personne ne va monter une boîte pour... Enfin si, ça existe. Il y a des gens qui ont monté des coopératives, qui ont pris le risque et qui ont tiré un trait sur le profit juste pour transformer le monde politiquement. Et voilà, bravo à eux. Mais franchement, ça ne va rarement arriver. C'est aussi ne pas prendre en compte l'argument sociologique qui est la plupart des entrepreneurs sont des libéraux mentaux, sont des capitalistes mentaux. Voilà, ils pensent que par le capital. Et précisément, l'entrepreneuriat passe par le capital. Globalement, c'est la voie royale pour pouvoir entreprendre. Et le marché favorise ce capital dans la création d'entreprises. Donc le marché est biaisé sur le capital. Donc évidemment que les scopes ne vont pas être surreprésentés. Et c'est pas parce qu'elles sont inférieures ou je sais pas quoi, c'est juste parce que le marché favorise le capital. C'est tout. C'est juste comme ça que ça fonctionne. Et d'ailleurs, sur le sujet de l'efficacité des scopes, là, il a fait son petit sophisme, son petit argument idéaliste de raison pure. Que dit la réalité empirique ? Elle dit, c'est mitigé. Elle dit, c'est mitigé, elle dit, les scopes, bon, souvent en période de crise, c'est plus résilient que les entreprises capitalistiques, parce que c'est plus solidaire, parce qu'il y a plus de cohésion entre les travailleurs. Par contre, il y a un peu d'inertie dans les processus de décision parce que c'est dur de faire une vraie démocratie des travailleurs. On n'a pas plus ou moins de performance économique par rapport à l'entreprise capitalistique. Il y a toute une littérature sur les coopératives qui montre que c'est un moyen extrêmement viable de produire des richesses, avec ses bénéfices et ses défauts. Moi, j'ai envie de dire, pourquoi est-ce qu'on n'appliquerait pas plus de scope là où le capital montre plus de défauts que de qualité. Genre les entreprises qui exploitent à foison, genre les LVMH, genre les grosses entreprises où il n'y a plus vraiment besoin d'actionnariat, où la machine tourne toute seule par son opérationnel. Pourquoi on ne transformerait pas ça en scope ? Et surtout, je me répète, mais pourquoi est-ce qu'on ne penserait pas de l'investissement collectif ? J'ai dit que l'investissement privé, donc le marché, le capitalisme, favorise l'apparition des entreprises capitalistiques. Si on commence à imaginer de l'investissement collectif, on pourrait favoriser des scopes, ou des coopératives, ou des associations, ou que sais-je. Voilà, on n'oublie pas que le mode de production fait la qualité, fait la nature des entreprises, des appareils de production qui vont émerger dedans. Voilà. Si l'on veut plus de scope, plus efficace, il faut penser l'investissement collectif. Continuons. Bernard Arnault ne travaille pas, les traders ne font rien. Confusion totale entre effort physique et création de valeur. Bon alors là, énorme sophisme. Wissam ne parle pas
d'effort physique, il parle juste de travail. Et le travail, ça peut être social, ça peut être aussi intellectuel, c'est pas forcément physique. Bref. La valeur économique n'est pas proportionnelle à la pénibilité. Encore une fois, c'est vrai que ce soit valeur d'échange, valeur d'usage, ok, mais c'est pas ce qui est dit en fait. Il parle juste de travail. Si c'était le cas, le mec qui creuse un trou et le rebouche devrait être milliardaire. Bernard Arnault a transformé première capitalisation boursière. Alors là, encore un sophisme, il dit ton raisonnement est con, Wissam, tu dis si je travaille, alors je crée de la valeur. Mais non, c'est pas ça que dit Wissam. Wissam dit l'inverse, il dit s'il y a eu de la richesse, alors nécessairement il y a eu du travail. Donc il n'est légitime que de récompenser ce travail, pas le fait d'être assis dans une chaise et de rien foutre. Genre Bernard Arnault qui perçoit 7 milliards de dividendes, pardon. Et c'est la famille Arnault, pas Bernard Arnault, soyons précis. Continuons. LVMH emploie... Voilà. Oui, LVMH emploie autant de personnes. Maintenant, je me répète, LVMH exploite la plupart de ces personnes. Parce que Bernard Arnault, il veut ses dividendes annuels. Voilà. C'est une réalité empirique. Voilà, vous allez sur l'exercice comptable 2023 de LVMH, c'est un truc que vous voyez. Il faut se poser la question, hein. Est-ce que, en tant que société, on veut vraiment qu'autant d'argent y parte dans les poches des actionnaires quand les travailleurs, on sait qu'ils n'ont pas assez d'argent? Voilà. Ensuite, sur les traders, là, je suis d'accord avec Brivael. Les traders assurent la liquidité des marchés, ce qui permet aux entreprises de lever du capital, investir, embaucher, dire ils font rien, c'est pas comprendre ce qu'ils font. Là, je suis d'accord avec Brivael. Les traders, ce sont concrètement des ingénieurs financiers. Voilà, ils arbitrent les marchés, ils permettent des allocations de capital qui sont essentielles dans une économie capitaliste. Voilà, ils font un marché qui a une utilité objective dans le capitalisme. Peut-être que dans un socialisme ou dans un communisme, ce serait un travail qui changerait, ou qui même n'existerait plus, ou qui se transformerait, peu importe. C'est vrai, mais en tant que tel, ils ont une utilité dans le capitalisme. Ils travaillent, hein. Ils travaillent bien pour quelque chose. Ils répondent bien à un besoin des entreprises. Donc là, je suis assez d'accord avec Brivael. La caissière mérite autant qu'un milliardaire. Ah, on va parler mérite. Il confond mérite moral et valeur économique. Personne ne dit que la caissière a moins de valeur humaine. La question du salaire, c'est l'offre et la demande sur le marché du travail qui est la rareté de la compétence. Il y a des millions de personnes capables de tenir une caisse, il y a une poignée de personnes capables de bâtir un groupe mondial. Ce n'est pas un jugement moral, c'est un mécanisme de prix. Et d'ailleurs, l'automatisation des tâches prouve exactement ce point. Si le travail est facilement automatisable, sa valeur de marché est faible. C'est pas cruel, c'est la réalité. C'est pour ça qu'on investit dans la formation et la montée en compétences plutôt que le blocage des prix. Intéressant. C'est encore une fois le raisonnement classique libéral. Les libéraux sont des idéalistes. Ils pensent le monde des idées. Voilà, il existe des réalités objectives. Voilà, la loi du marché est inscrite dans le marbre. Voilà, la loi du marché est un dieu. La loi du marché est une divinité invisible dans le monde des idées qui régit le monde matériel. Et c'est absolument pas une décision politique. En fait, c'est absolument pas une organisation humaine. C'est vraiment une réalité immanente de notre monde matériel. Bon, c'est une connerie monumentale. Le fait que le travail soit organisé en marché, c'est un choix politique. Il pourrait en être autrement. Et surtout, faisons l'argument libéral complet. Ah ouais, mais ton travail, il est rare et il est remplaçable. Donc, en fait, en tant qu'employeur, voilà, je vais te payer pas cher. J'en ai rien à foutre si ton salaire c'est de la merde et qui te fout dans la pauvreté. C'est comme ça, c'est le marché du travail. Attends, mais... Donc, puisque le travail est un marché, alors les gens sont mal payés? Ben dans ce cas-là, c'est très simple. Moi, je veux que les gens soient bien payés. On arrête de faire en sorte que le travail soit un marché. Voilà. On fait en sorte qu'il n'y ait plus de capital. Le capital, il ne considère plus le travail comme une marchandise. On fait en sorte que le travail, les salaires, ce soit la ligne comptable la plus importante des exercices comptables, justement. Ce soit la ligne la plus importante dans les performances économiques de l'entreprise, que les gens soient bien rémunérés, justement, pour leur travail, qui participe à la création de richesse. Et voilà. Et fuck le marché du travail. Si le marché du travail engendre la pauvreté, on doit abolir le marché du travail. Ce n'est pas une réalité immanente. Et alors je sais que le marché du travail, il a certaines propriétés économiques. Je suis pas con quand même. Je sais que je vois pourquoi c'est advenu comme ça. Arbitrer, machin, les prix des compétences, tout ça, je comprends. Maintenant, est-ce qu'on ne pourrait pas repenser un système d'organisation du travail qui en tire les bénéfices, qui tire les conclusions du marché du travail, bonnes comme mauvaises, et qui disent
on repense une nouvelle organisation du travail. C'est ça le problème avec les libéraux, c'est que voilà, c'est comme ça, tout est gravé dans le marbre et ils ne pensent absolument pas à d'autres systèmes. Ils ne pensent absolument pas au changement. Voilà. Ils sont coincés dans leur mélasse. Évidemment, ils y gagnent au jeu, donc ils n'ont pas besoin de changer, ils n'ont pas besoin de penser à un autre monde, mais bon, voilà. 200 à 250 milliards d'aides aux entreprises versus 43 milliards de dépenses sociales. Le chiffre de 211 milliards d'aides aux entreprises vient du rapport sénatorial de juillet 2025, piloté par Fabien Gay, sénateur PCF. Ce chiffre agrège tout. Prêt BPI, taux réduit de TVA, allègement de cotisation. Le Haut Commissariat à la stratégie et au plan a publié son propre résultat. 112 milliards au périmètre strict. Voilà, donc une estimation haute, une estimation basse. Au sens européen des aides d'État, 45 milliards. Ok. Pourquoi ces allégements existent? Parce que la France a les prélèvements obligatoires les plus élevés de l'UE. 45,6% contre 40% de moyenne européenne. Sur les entreprises spécifiquement, 14,1% du PIB contre 8,6% en zone euro. Soit 157 milliards de surcharge. Il frappe Eurostat. Les aides, c'est l'État qui rend partiellement ce qu'il a pris en trop par rapport à nos voisins. Ok, intéressant. Déjà, je suis pas sûr qu'on ait les prélèvements les plus élevés de l'UE, c'est à vérifier, mais en soi, on s'en fiche, c'est un détail. C'est son argument, pas quantitatif, mais qualitatif ici. Les aides, c'est l'État qui rend par rapport à ce qu'il a pris en trop. Ça, c'est partir du principe que l'État a trop pris aux entreprises, via les impôts. C'est partir du principe que l'État doit aux entreprises. Alors, on pourrait tout à fait soutenir la logique inverse et dire que les entreprises doivent à la collectivité, avec les infrastructures, avec l'énergie, avec l'électricité, tout ça. Et moi, je pourrais tout à fait dire, les capitalistes, parce qu'ils exploitent, ils doivent à la collectivité, ils doivent aux travailleurs en particulier. Et donc, on sait que l'impôt, c'est un bon moyen de redistribution du capital vers le travail. Donc, je pourrais tout à fait dire, ah ouais, mais ces prélèvements obligatoires super élevés, en fait, c'est légitime, c'est l'État qui redonne aux travailleurs ce que les capitalistes leur ont pris. Voilà. Ça, c'est un jugement de valeur, en fait. C'est absolument pas une observation objective. Il y a un parti pris dans ce raisonnement. Comme moi, je fais le parti pris sur le fait que les entreprises doivent plus à l'État et que les capitalistes doivent plus aux travailleurs. Ce sont des partis pris. Voilà. C'est pas un raisonnement objectif. Mais bref. L'évasion fiscale résoudrait tout. Ça va être intéressant. Les estimations de l'évasion fiscale en France vont de 60 à 100 milliards par an en estimation haute. Solidaire Finance République. Oui, il faut lutter contre. Mais quand tes dépenses publiques sont à 57% du PIB et que ton déficit est structurel, récupérer même 100 milliards ne suffit pas à combler le trou. Et surtout, plus tu montes la pression fiscale... Ah, on va s'arrêter là, parce que l'argument est en deux parties. Oui, je suis d'accord. On a déjà parlé, hein, mais... Le problème de « il n'y a pas assez de recettes », et il faut renflouer les caisses de l'État, c'est aussi important de « il y a trop de dépenses ». Je suis d'accord, il faut penser à une politique de dépenses publiques, oui. Maintenant, il dit que l'évasion fiscale, il faut lutter contre. Lui, il pense ça parce que c'est illégal et parce qu'il ne participe pas à la solidarité nationale. C'est déjà vrai, mais moi, j'irai même plus loin. Les taxes sur le capital ne sont pas assez hautes. Le capital est exploitatif et il est sous-taxé. Mais on en parle juste après. Plus tu montes la pression fiscale, plus l'incitation à l'évasion augmente. La Suède a baissé son taux marginal de 87% à 50% et ses recettes fiscales ont augmenté. J'explique juste pourquoi après. L'Irlande, avec un IS à 12,5%, a multiplié ses recettes d'IS par 8 en 20 ans. Alors, le résultat peut paraître impressionnant, mais c'est à mitiger. Il y a eu une croissance économique en fait. Et avec un taux d'intérêt à 8% par an pour 20 ans, la masse monétaire a fait fois 4,5. Et donc en fait, les recettes d'IS auraient fait x2. Ce qui est toujours intéressant, mais ça pourrait s'expliquer par plein de facteurs. Ça pourrait s'expliquer par le fait qu'il y a une fuite des capitaux vers l'Irlande parce qu'ils ont une stratégie fiscale. Mais à un moment, l'économie, c'est aussi de la production réelle. On ne peut pas juste avoir des capitaux centralisés dans un endroit et pas de production réelle. Bref. La taxe à 75% de Hollande a rapporté quasi zéro et a fait fuir des contribuables. Alors je connais pas cette taxe à 75%, mais bon, pourquoi pas. Ce qui va intéresser, la courbe de Laffer, c'est pas de la théorie abstraite, c'est vérifié empiriquement. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas la courbe de Laffer, la courbe de Laffer est une hypothèse faite dans les cadres de modélisation économique et développée par des économistes de l'offre, en particulier Arthur Laffer. Elle formalise l'idée que les effets favorables d'un taux d'imposition élevé sur la croissance des recettes de l'État disparaîtraient lorsque le taux d'imposition devient trop élevé.
sans que ce seuil ait pu être défini. En fait, ce qui se passe, c'est que si on a 0% d'imposition, bon, ben, il y a 0% de revenus, c'est évident, point tout à gauche, et s'il y a 100% de taux d'imposition, bon, ben, les entreprises, elles peuvent plus performer économiquement, donc il n'y a plus d'entreprises, donc en fait, il n'y a plus de recettes fiscales. Voilà, c'est évident. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, la courbe, elle va avoir une forme en U comme ça, que ce soit la forme rouge, la forme bleue, la forme grise, entre deux, voilà, n'importe laquelle. La forme n'est pas déterminée par la FER, c'est juste une courbe théorique. Et il y a un maximum, c'est-à-dire qu'il y a un point d'inflexion où là, on augmente la charge fiscale. Et à partir d'un moment, inflexion, augmenter la charge fiscale, ça fait baisser les recettes. Donc c'est un net négatif pour l'économie. A priori, voilà, pour les recettes fiscales en tout cas, de l'économie. Ok, c'est ce qui est dit là. La seule certitude est qu'elle vaut 0 borne de l'intervalle et qu'elle possède un maximum local. Maintenant, il nous dit, la courbe de Laffer, c'est une réalité empirique. Ok, c'est quoi les conclusions empiriques sur les valeurs de la courbe de Laffer? Le pic de la courbe de Laffer, le point d'inflexion, il se situe. Déjà, il y a une spécificité locale en fonction des pays. Et il se situe entre 60 et 80%. Voilà. Nous, en France, on est là, on est à 69%. C'est marrant, 69. Qu'est-ce qu'on peut en retirer de ça? On pourrait monter jusqu'à 69% de taux d'imposition effectif. Alors, c'est probablement pas 69-69, ça doit évoluer au fur et à mesure des années. Et la méthodologie de l'étude, machin, bref, peu importe. On peut monter jusqu'à ce chiffre, et après, ça deviendrait contre-productif. Donc, quand il nous dit que la Suède a baissé son taux marginal de 87 à 50% et les recettes fiscales ont augmenté. Oui, parce que 87 c'est abusé, c'est énormissime. Et diminution à 50%. Ok. Ils sont partis de l'autre côté, les courbes de Laffer. Ok. Maintenant, en France, on est à combien de taux d'imposition effectif? On est où sur la courbe de Laffer? Est-ce que réduire la charge fiscale, vraiment, ce serait un bénéfice pour notre économie? Et surtout, truc classique des libéraux, ils mélangent tout quand ils parlent de taxes. Ils mélangent tout. Ils parlent d'impôt sur le revenu, d'impôt sur les sociétés, d'impôt sur le capital. Ils mélangent tout. L'impôt sur le revenu des travailleurs, il est beaucoup trop élevé. La charge fiscale repose sur les travailleurs. Voilà, c'est un fait, il faut que ça diminue. L'impôt sur les sociétés, pareil, on pourrait dire qu'il est un peu élevé, que ça a un effet négatif sur l'offre, sur la production. Je suis pas certain, mais bon, ça pourrait se défendre. Par contre, c'est combien l'impôt sur le capital déjà? C'est 30%. C'est la flat tax, c'est le PFU, le prélèvement forfaitaire unique. Un taux global de 30%. Les revenus mobiliers, les plus-values de cession de valeur mobilière, le PEA, le compte épargne logement. Énormément de mécanismes de capital sont taxés à uniquement 30%. C'est-à-dire qu'à un moment, le grand capital, les grands capitalistes, les grands bourgeois, oui, ils sont sous-taxés. Ils ne payent quasiment rien. Ils ont des structurations financières qui fait qu'ils paient extrêmement peu. Et argument final, si on dit ouais mais les capitalistes, à la fin, ils s'en vont si on les taxe trop. Ok, ben c'est encore un problème du capital. C'est un problème de la propriété privée. Les capitalistes peuvent faire n'importe quoi avec l'économie, faire des rapports de force avec les États pour ne pas participer à la solidarité collective, et on peut rien leur dire. Mais attends, mais à un moment, ça veut dire qu'il faut des nationalisations de masse, il faut penser la propriété collective, il faut vite sortir de la propriété privée et des moyens de production, parce que c'est vraiment un point négatif considérable de ce régime économique. Bref, continuons. Si on règle le capitalisme, il n'y a plus d'immigration. Vision monocausale qui ignore la démographie, le climat, les conflits ethniques et religieux, la corruption, les différentiels niveaux de vie. Oui, c'est vrai. C'est vrai que Wissam, quand il dit si on règle le capitalisme, il n'y a plus d'immigration, c'est pas vrai. Ouais, vision monocausale, vision dogmatique, il faut pas faire ce genre d'argument. On pourrait soutenir la même thèse de manière plus nuancée, on pourrait dire en réglant les conditions matérielles d'existence des immigrés dans leur pays d'origine, on pourrait limiter l'immigration. Et en réglant les conditions matérielles d'existence des immigrés arrivés localement, on pourrait faire un vrai système d'intégration qui réglerait les problèmes issus de l'immigration. Ça, ce serait une vraie thèse. Et pour régler ces problèmes, ces conditions matérielles d'existence, l'abolition du capitalisme. Ça, c'est une vraie thèse solide qui se défend. Mais effectivement, dans sa formulation actuelle, bon, c'est une simplification. Continuons. Et surtout, les pays qui ont réglé le capitalisme dans l'histoire ont produit le plus de réfugiés. Et là, c'est intéressant. Quel pays cite? L'URSS,
Alors l'URSS n'a pas réglé le capitalisme. Ça a été une expérience communiste qui a eu ses lettres de noblesse, hein. Le communisme en URSS, ça a sorti certaines régions soviétiques d'un état féodal, à la limite resté au Moyen-Âge, à une superpuissance mondiale. Il y a eu des avancées. Voilà. Mais là, il faudrait faire une thèse sur l'URSS complète. Bon, j'ai la flemme. Ce qu'on pourrait en retirer, c'est que l'URSS, ils ont remplacé un mode de production capitaliste par un mode de production étatiste. Ils ont remplacé les bourgeois par des bureaucrates. Ils ont remplacé l'ingérence de la propriété privée par de l'ingérence étatique. Bon. Et en plus, c'est un pays autoritaire. Donc, pour moi, on n'est pas exactement sur régler le capitalisme. Mais pour moi, on est allé dans la mauvaise direction, en fait. Mais bon. Cuba, c'est malhonnête, parce que Cuba, ils sont en crise humanitaire depuis qu'ils sont passés socialistes. Ils sont sous un embargo économique de la part des États-Unis monstrueux, qui est un truc à prendre en compte, en fait. C'est une véritable guerre économique. Ils sont assiégés, en fait. Ils sont assiégés par les États-Unis. Ils ne peuvent plus participer à l'économie mondialisée, qui est au centre de l'économie actuellement, qui est le paradigme économique dominant actuellement. Donc non, c'est pas parce qu'ils ont fait le socialisme qu'ils se démerdent pas bien, c'est parce qu'ils sont en guerre. Voilà. La Corée du Nord, même chose à dire que l'URSS, Venezuela je connais pas assez, Cambodge je connais pas assez. Bref, son argument c'est de dire les gens fuient les régimes socialistes, pas vers eux. 3 millions de Vénézuéliens ont fui, le mur de Berlin a été construit pour empêcher les gens de fuir vers Berlin. L'argument classique, le communisme ça marche en théorie, ça marche pas en pratique. Les gens ont fui le communisme. Pourtant, la sécurité sociale en France, ça marche très bien. L'éducation publique, ça marche très bien. Je comprends pas. Ce sont aussi des expériences communistes. On peut pas juste cherry-pick ce qui nous arrange, ce qui nous arrange pas. Il faut prendre les bons côtés, les mauvais. Il y a eu des expériences communistes et socialistes qui ont extrêmement bien marché. C'est pas tout noir ou tout blanc, en fait, c'est vraiment un gigasophisme de dire ouais, les gens ont fui le socialisme. Non, c'est pas vrai. C'est vrai pour des expériences socialistes, celles qui sont mises là, mais c'est pas vrai pour les expériences socialistes des pays nordiques. C'est pas vrai pour les expériences socialistes en France, en Europe. C'est pas vrai pour certaines expériences socialistes aux États-Unis. Bref, continuons. Gérer les services publics avec des indicateurs, c'est les détruire. Les pays nordiques, modèles sociaux que la gauche française adore citer, utilisent massivement des indicateurs de performance dans leurs services publics. Ça, je suis d'accord. Si on veut des services publics forts, en fait, il n'y a pas de marché pour le service public, donc le prix ne peut plus représenter l'information. Il n'y a plus d'arbitrage par le marché. Donc il faut faire de l'arbitrage par la donnée. Et pour faire de l'arbitrage par la donnée, il faut de l'indicateur de performance. C'est pas forcément mal, l'indicateur de performance. Hein. C'est pas dans l'entreprise capitalistique, c'est mal, parce que ça permet de contrôler le travailleur, ça permet de l'aliéner. Mais l'indicateur de performance, ça peut aussi faire de la stratégie data-driven. Voilà. Donc effectivement, je suis en désaccord avec Wissam quand il dit que gérer avec des indicateurs, c'est détruire. C'est à nuancer. Les indicateurs, ça peut permettre de la stratégie data-driven essentielle pour l'arbitrage sans marché. La Suède a privatisé une partie de son système de santé dans les années 90. Bon ben alors là, énorme hors sujet, je vois pas ce que ça vient faire là. Quel est le rapport entre la privatisation et le fait d'utiliser des indicateurs ? Rien à voir. On peut avoir un système privé avec et sans indicateurs, on peut avoir des systèmes publics avec et sans indicateurs. Il n'y a aucune corrélation entre les deux choses, c'est pur hors sujet. Le Danemark a un système scolaire avec chèque éducation et libre choix des parents. Même chose, il est en train de nous parler d'un système privé. Ok, hors sujet. Quel est le rapport ? Bon. Vouloir de l'efficacité dans les services publics, c'est pas le détruire, c'est respecter les contribuables qui le financent. Vrai argument, on en revient toujours à la même chose. Si on veut une politique socialiste, la dépense publique doit être sacrée. Elle doit être sacrée et elle doit être gérée collectivement. Il doit y avoir une gouvernance collective et stricte de comment sont allouées les ressources. D'ailleurs, ces pays ont des services publics de meilleure qualité que la France, avec une dépense publique inférieure. 50% du PIB versus 57% en France. Okay. Là, on va prendre un peu de recul, on va dire un truc intéressant. Dans ce paragraphe, il a essayé de glisser en soum-soum la privatisation avec les indicateurs. Parlons un peu d'un pays qui récemment a privatisé de fou. Ce pays, c'est l'Argentine, dirigé par Javier Milei maintenant. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Javier Milei, il a fait beaucoup de coupes dans la dépense publique. Mais
Faut regarder la gueule des coupes. Si vous voulez, la base de l'économie, c'est mettre en commun de l'argent, allouer des ressources, allouer du travail, allouer du capital pour créer un processus de production qui va créer de la valeur plus tard. En fait, on crée une dette à court terme ou alors on met en commun de l'argent à court terme pour avoir des bénéfices à long terme. C'est tout le principe de l'investissement. Voilà. Et qu'a fait Ravier Millet? Il s'est dit, mais en fait, je vais abolir tous mes services publics. Voilà. Donc ce mec, ce génie du business libéral, a inventé le concept de désinvestissement. C'est-à-dire qu'il a cassé des systèmes qui, ok, n'allaient pas super bien. Ok, la dépense publique était trop élevée. Ok, c'était des systèmes dysfonctionnels. Mais il l'a aboli. C'est-à-dire que le mec, il a détruit du capital pour créer de la liquidité. On est vraiment sur un génie du business. Je n'aurais pas jamais pensé à cette logique-là. Franchement, j'applaudis. Détruire des capitaux pour faire de la liquidité, je pense que le pays va vraiment s'enrichir avec ça. Alors, il a réglé les problèmes des dépenses publiques. Hein. À court terme, super croissance, super indicateurs. Mais oui, évidemment, il a créé de la liquidité et il est devenu le vassal des États-Unis. Ah bah oui, mais ça fonctionne bien au niveau macroéconomique. Mais du coup, il a enculé ses richesses collectives, en fait. Bon, c'est un choix de société. Si vous voulez, c'est pas le mien. Bizarrement, ce n'est pas le mien. Brivail dit dans son tweet, ces pays ont des services publics avec une meilleure qualité et moins de dépenses. Faisons comme eux. Faisons comme eux, assumons une vraie politique de dépenses publiques forte, et par contre, assumons-la bien. C'est-à-dire qu'on pense l'efficacité, mais l'efficacité, c'est pas forcément la privatisation. Hein. Là-dessus, j'aurais des choses à dire, c'est pas le sujet, mais l'efficacité, c'est vraiment se commit, s'engager à fond dans le public. Est-ce que c'est vraiment ce que Brivael propose? Peut-être que oui, mais ça a l'air d'être un libéral, il m'a l'air plutôt être pour la privatisation. Bon. Bref. Et enfin, l'humanisme, c'est pas être un enfant de 8 ans. Le mec s'énerve quand Sardoche dit que la vision de Mélenchon, c'est de l'humanisme naïf. Mais regardons le programme de LFI. SMIC à 1600, retraite à 60 ans, blocage des prix, 32 heures, taxation à 100%, nationalisation massive. Chacune de ces mesures a été testée historiquement et a échoué. Bon. Le blocage des prix au Venezuela a provoqué des pénuries alimentaires, la semaine 35 heures a coûté 22 000... Ah, arrêtons là. Encore une fois, c'est éternel. On a essayé, ça n'a pas marché. Oui, mais le contexte, la nuance, s'il vous plaît. Parce que là, c'est juste un argument d'autorité, c'est juste « Ah, croyez-moi, ça n'a pas marché. » Oui, mais pourquoi ça n'a pas marché? Explique-nous la cause. C'est pas juste le socialisme, ça marche pas. Sinon, la sécurité sociale, ça ferait moins bien que les purs services libéraux. Bon, ben en fait, c'est plus nuancé. La sécurité sociale, ça fait bien mieux que le service américain, mais le service suisse se démerde bien avec un service libéral parce qu'ils ont assez de médecins. La comparaison public-privé doit se faire avec nuance. On doit observer les bénéfices de chacun des deux systèmes. Et on doit s'engager politiquement avec une décision collective de quel projet de société on veut porter. Très important. Là, bon, ah oui, ça a été testé historiquement, ça a échoué. Bon, bah Brivail, il nous prend pour un con, là, sans déconner. C'est pas un argument, ça. Ça n'est pas un argument. Ça aurait été un argument s'il avait expliqué pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi ça a provoqué des pénuries. En l'absence de preuves, je rejette son argument. Ensuite, la semaine de 35 heures en France a coûté 22 milliards de dépenses publiques cumulées sans effet démontré sur le chômage. Alors, on va se poser la question, quand est-ce que ça a été mis en place, la réforme des 35 heures? Créée en 2000, mise en place à partir du 1er janvier 2002. Donc c'est environ 25 ans. Et ça a coûté 22 milliards à la dépense publique. Donc en gros, moins d'1 milliard par an. Alors, peut-être que vous connaissez pas trop la dépense publique, mais en gros, c'est rien, c'est que oui, c'est vraiment pas exubérant, ça n'est rien. Et il nous dit sans effet démontré sur le chômage. D'accord, mec, tu as pris un indicateur et ça n'a pas eu d'effet positif sur cet indicateur. Ok, mais quid des effets sur le bien-être au travail? Quid des effets sur la productivité? Quid des effets sur X, sur Y? Tu ne peux pas juste prendre, cherry-pick un indicateur et dire ça n'a pas fonctionné pour cet indicateur. Moi, je connais pas les effets positifs de cette mesure, mais il y a peut-être eu beaucoup d'externalités économiques positives. Et en tout cas, il y a eu une externalité humaine positive qui est que les gens travaillent moins, donc ils ont plus de temps libre, donc ils peuvent s'occuper de leurs enfants. Ça, il ne faut pas le tirer du compte. L'économie sert l'humain, dans ce sens. C'est ça l'humanisme. Hein. Quand on parle d'humanisme en économie, c'est dans ce sens-là. L'économie au service de l'humain, pas l'inverse. Donc si la semaine de 35 heures, ça a apporté plus de satisfaction humaine, c'est un bénéfice.
même si ça a coûté 22 milliards, c'est-à-dire à moins d'1 milliard par an, je le rappelle. La question à se poser, c'est est-ce qu'on veut d'une société où, ok, on paye un peu plus de taxes, mais bon, on travaille moins. Moi, je dis oui. Moi, je dis oui. Voilà. Bref. Continuons. La taxation confiscatoire provoque la fuite des capitaux et des contribuables. Bon, on en a déjà parlé. Je connais pas cette taxe à 75%. Peut-être qu'il a raison, mais la courbe de Laffer, l'inflexion, elle est entre 60 et 80%. Donc en fait, on n'y est pas encore. Et pour vraiment parler de pression fiscale, il faut comprendre la différence entre taxer le travail, taxer la production et taxer la propriété privée de ces moyens de production. Ces trois choses n'ont rien à voir. Il nous dit que ce programme de LFI, donc ces mesures plus haut, c'est économiquement illettré. Et là encore, on est dans du dogmatisme. Il n'a pas prouvé, déjà il n'a pas prouvé pourquoi c'est illettré. Alors je comprends que c'est un tweet, il n'a pas le temps de le faire. Peut-être qu'il aurait les compétences de prouver que c'est de l'illettrisme. Voilà, laissons-lui le bénéfice du doute. Mais proposer des solutions politiques qui empirent systématiquement la situation des gens, c'est pas de l'humanisme, c'est de l'incompétence, prouve que ça empire. Il faut que tu le prouves, mec. Il faut que tu le prouves, et en particulier, il va falloir que tu fasses preuve de nuance si tu veux le prouver. Parce que, dans les mesures socialistes, il y a des mesures efficaces. Il y a des problèmes avec le capital, et seules des mesures socialistes peuvent faire frontalement face à ce capital. Voilà, à un moment, il faut être pragmatique, et il faut comprendre que il y a des problèmes concrets, et que le camp opposé, il a peut-être raison, mec. Voilà, il faut arrêter d'être dans le dogmatisme. Il nous dit... Le mec passe 1 heure à insulter Sardoche en le traitant de débile arrogant, qui n'est rien, qui ne source rien. En 1 heure, il a pondu 0 sources vérifiables, voilà. Des chiffres inventés, une théorie économiquement réfutée. Ferme ta gueule comme argument final. Oui, je suis d'accord. Oui, c'est mais il n'a pas été bon dans cette vidéo. Mais t'as pas été excellent non plus dans ce thread. C'était un bon point de départ, c'était intéressant, mais encore une fois, très parti pris, très peu de contrepoints, très peu de points d'accroche, beaucoup de sophismes. Cite-moi un fait précis qui est faux dans ce thread. Non seulement j'ai cité des faits qui sont faux, mais en plus j'ai cité des arguments qui sont des sophismes. Et ce, avec des sources. Et sur un React fait à la zob. Mais mon point, c'est de dire... Ok, on va pouvoir conclure là-dessus, en fait. Wissam, il n'a pas été bon là-dessus. Il était peut-être fatigué, il était peut-être énervé ou je sais pas quoi. En tout cas, je suis d'accord, il n'a pas été bon. Il a donné des mauvais arguments. Ce qui n'est pas vraiment acceptable, il faut qu'il remonte le niveau. C'est vrai. Maintenant... N'écoutez pas, ne prenez pas pour argent comptant des contre-arguments. Allez chercher, allez contre-attaquer, allez vous dire est-ce que ce que le mec me présente, c'est bien présenté, est-ce que ce sont pas des sophismes, est-ce que les chiffres sont bons, est-ce qu'il fait bien dire aux chiffres ce qu'ils veulent dire. À un moment, c'est ça du travail de recherche, à un moment, c'est ça du travail d'investigation. Et il y a des grands penseurs socialistes. Tu peux pas en un thread contredire toute la pensée socialiste. C'est pas possible. C'est une pensée séculaire, la pensée socialiste, marxiste, communiste. Il y a eu plein de mecs qui l'ont pensé, LFI, il y a des gens qui travaillent sur les programmes. Alors peut-être que LFI, ils ont un côté dogmatique et que leur programme, économiquement, il est peu solide. Mais ça, il faut le prouver. Et il y a quand même des bases sur leur programme, des bases fondées, que certains programmes en face ne font pas, que certains programmes en face n'ont pas. Et que certains programmes en face ne font pas l'effort d'avoir cette recherche économique. Donc voilà, ma conclusion ce sera, faites preuve d'esprit critique, surtout en économie. Le socialisme a de vrais arguments pour contrer les problèmes du capitalisme qui sont très concrets, qui sont très palpables. Voilà. C'est la fin de ce React. Voilà, j'espère qu'il vous aura plu. Il aura été plus long, plus éreintant que prévu. J'ai fait plusieurs prises, c'est difficile. Hein. C'est mes premiers pas sur YouTube après tout. Quant à nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Soit une vidéo principale, soit une vidéo React, je ne sais pas encore. À une prochaine fois. Salut!